Tu le dresses pour les manier. Samedi 4 février 2023. Mélane, reporter. Pascal aussi, je t'ai Oui. dit, on fait des à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que ça nous a C'est 10 €. Si vous voulez un autre blanc, vous rajoutez un. Ça fera 11. S'il y a des choses qui les hier soir, il y avait Il paraît que c'est bien la licence, bien. Parce qu'il y a une époque où le gars, il allait pas bien. Salut Pascal. Salut Mamoud, ça va? Un bisou, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu viens mardi, non? Mardi, je peux pas. Ah, putain. Parce qu'on a un rendez-vous médical avec Jean-Marc. Ah bah oui, oui, non, non, faut pas. Bonjour. Salut Pascal. Ça va? Salut, en forme? Ouais. Ouais. Donc vous êtes tous les deux, il y en a d'autres, non? Non, malheureusement, non. Non. C'est nous qui on peut venir. Et mardi, vous venez? Alors, il faut qu'on trouve du covoit parce que vraiment, on est au lycée. On veut essayer de venir, mais il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous emmener, quoi, parce que on est Dans ce cas-là, t'as demandé à comment il y a soit Max ou alors Florent? Ouais, Florent Dubourg, peut-être, je sais pas comment ils viennent. Tu veux que je leur demande? Florent, c'est lequel déjà? Florent, c'en est un qui vient avec une espèce de bonnet là. Ah, il est pas là-bas, je crois. Il a des lunettes rouges et une petite barbe blanche. Non, je sais pas. Il y a, ouais, c'est ça. Oui, ouais, là qui est de profil. On voit son profil droit là. C'est lui. Ok, bah je vais lui demander parce que la dernière Ouais, fois, bah, tout le monde était allé à Lannion, nous on est resté faire le biotech au lycée, et on n'avait pas pu y aller. Donc là, j'aimerais bien y aller. Ouais, bah après, moi c'est parce que je savais pas. Bonjour à tous. Ah. Je suis contente qu'il y ait autant de monde que ça. Si tout le monde pouvait se rapprocher, ce serait bien. Je suis pas sûre que tout le monde là-bas m'entende. On avait prévu à la déclaration en préfecture 100 personnes. J'espère que On sera plus. les renseignements territoriaux ne seront pas mécontents parce que je pense qu'on est largement plus. Ah bah largement. Donc, merci de votre présence et merci du soutien que vous apportez à l'hôpital et à tous les soignants. Alors, un petit rappel d'abord sur l'identité de notre comité, parce que lorsqu'on tracte, les gens dans la rue nous disent toujours merci à vous, bon courage, donc ils nous prennent pour des soignants. C'est pas un mal, hein. Mais nous sommes un comité d'usagers. N'importe qui peut être usager, les soignants aussi peuvent être usagers de l'hôpital. Donc notre comité a été créé en 2016. Ça fait 6 ans. Pour défendre le service public de santé, et ceci suite à la fermeture des 40 lits et des 60 postes. C'était il y a 6 ans. Et on voit aujourd'hui avec le recul ce que ça donne. Donc nous vous rappelions dans le tract, en vous invitant cet après-midi à cette première initiative de l'année, que les soignants et les usagers partout en France tirent la sonnette d'alarme depuis des années, voire des décennies, face à la dégradation de l'accès aux soins et les conditions de travail des personnels. Partout en France, les hôpitaux, quelle que soit leur taille, s'effondrent les uns après les autres. Et s'effondrer n'est pas un vain mot. Partout on entend ou on lit qu'il s'agit d'une crise de l'hôpital. Mais non, il ne s'agit pas d'une crise. Car une crise, c'est temporaire. Vous savez, la crise de l'adolescence, ça peut commencer tôt, ça peut finir un peu plus tard, mais ça passe. Ici, il pourrait s'agir d'un état irréversible,
Si tous ensemble, nous ne faisons rien, et quand je dis tous ensemble, c'est pas les usagers d'un côté, les soignants de l'autre, chacun dans son coin. Il faut que les usagers et les soignants et les élus soient ensemble. Alors maintenant, tout le monde le sait, mais il n'est pas inutile de le répéter. Cette situation est le résultat de décennies de lois de restriction pour l'hôpital public et nous arrivons au point final où l'hôpital est devenu la variable d'ajustement de tout le système de santé. La solution trouvée par l'exécutif est encore la mise en place de mesures pour gérer la pénurie. Pénurie de médecins généralistes pourtant prévisible. Comment est-ce qu'on gère la pénurie? En entraînant un recours aux urgences pour les patients. Seul lieu où il y a encore de la lumière H24. L'obligation du recours au 15 en culpabilisant les malades s'ils ne savent pas se diagnostiquer seuls. Comment encore en proposant des glissements de compétences médicales vers les paramédicaux. Alors je ne dis pas que les paramédicaux sont incompétents, mais ils ont des compétences propres qu'il faut revaloriser. Et la précipitation vers ce genre de mesures est un risque d'erreur de diagnostic. On en voit tous les jours. Là, je vais passer la parole à Muriel Levrault, qui est députée de la circonscription d'à côté, mais ce n'est pas anodin. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, je ne suis pas la députée de la circonscription, mais je suis venue déjà en septembre visiter l'hôpital de Lannion, comme j'ai pu visiter ceux de Guingamp, de Saint-Brieuc, dans le cadre de l'opération Allo Ségur, et plusieurs collègues à moi, dont toi, donc François Pigmal, qui lui est député de Toulouse, vous voyez, a également visité des hôpitaux, parce qu'en fait c'est partout en France, hein. C'est pas que sur Lannion qu'on a des problèmes avec les hôpitaux, c'est vraiment partout en France. Et le constat est le même partout. C'est le manque cruel de moyens humains. Alors, pour commencer, je tiens vraiment à dire déjà mon admiration pour les personnels en place qui arrivent quand même à faire tenir les services. Alors, vraiment, bravo à eux parce que les conditions sont vraiment très difficiles. Donc, je suis donc ici à Lannion, mais je pourrais être dans toutes les villes de France pour dénoncer la politique publique de santé publique qui est malmenée. Et partout, ce sont encore des fermetures de lits, des fermetures de maternité, des fermetures de services d'urgence. Et donc, la solution pour Lannion serait de fusionner la clinique privée avec l'hôpital public. Voilà, alors qui fusionne avec qui, on ne sait pas trop. Et c'est là qu'on voit où nous mène cette politique de destruction des services hospitaliers publics. Car il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'incompétence. Il s'agit d'une véritable stratégie politique, d'en finir avec les politiques publiques de santé. Donc c'est place au marché. Hein. Et il en est de même dans tout ce qui peut potentiellement rapporter. Les vieux avec des EHPAD, les étudiants avec les résidences universitaires, et aussi les fermetures de classes. Là en ce moment, on apprend les fermetures de classes. Voilà, donc ça va encore favoriser les écoles privées. Donc voilà, c'est un choix de société. Et donc, il faut absolument que les hôpitaux restent solidaires entre eux. Donc, les hôpitaux du GHT doivent absolument rester solidaires entre eux. Et donc, voilà, on était là pour vous apporter tout notre soutien pour cette mobilisation. Et il faut vraiment continuer. Donc là, ça va être la semaine prochaine également pour la maternité de Guingamp. Voilà, merci. Alors, dans ce contexte national très contraint, l'hôpital de Lannion n'échappe donc pas à cette situation. Il va mal. De l'avis même de la directrice du groupement hospitalier de territoire, qui est aussi la directrice de l'hôpital de Lannion, comme par hasard, lors de ses vœux du 26 janvier, elle déclarait « Notre hôpital public, premier et dernier recours pour la population du territoire, est fragilisé. » Le directeur délégué du centre hospitalier, ce même 26 janvier, a lui aussi évoqué la saturation des capacités de l'hôpital et l'engorgement aux urgences. C'est la réalité. L'hôpital est face à de graves difficultés de fonctionnement et n'a pas pu, malgré les besoins engendrés par la pandémie, l'afflux aux urgences, le regain d'activité et par manque de personnel, l'hôpital n'a pas pu ouvrir des lits et prendre en charge tous les patients.
Souvenez-vous de 2016. La suppression des lits, suppression des postes. L'hôpital a largement été sollicité par la demande de soins liés au Covid. Nous avons eu plusieurs clusters dans le Trégor. Il affiche 12 millions de déficit et l'EHPAD 2 millions. Mais l'État, contrairement aux promesses du président de la République, n'a pas financé les hôpitaux publics à la hauteur des dépenses liées à la pandémie et à la reprise de l'activité en 2022. Quant aux dettes imputées aux EHPAD, elles seraient dues, elles aussi, à un défaut de paiement des pouvoirs publics. Alors pourquoi 2023 risque d'être une année décisive pour l'hôpital de Lannion? Parce que le sort de Lannion est intimement lié à celui de Guingamp. Donc Guingamp, c'est ici un des co-présidents du comité de défense. Depuis des années, la fermeture de la maternité de Guingamp fait la une des journaux. Une fermeture de maternité, c'est violent. Très, très, très violent. Alors, quel rapport avec Lannion? A priori, aucun. Si ce n'est un rapport. Le rapport Rossetti. Le rapport commandité en 2021 par l'Agence régionale de santé à M. Rossetti, qui est un grand expert en immobilier et qui est aussi membre du Conseil national de l'investissement en santé. Investissement, c'est un mot très intéressant. D'ailleurs, à chaque fois qu'on lit des nouveaux mots dans la bouche de l'Agence régionale de santé, c'est toujours des mots à double sens, il faut s'en méfier. À noter d'ailleurs que le prix de cet audit n'est toujours pas connu. On espère juste que ce monsieur Rossetti ne sera pas le McKinsey breton. L'objectif affiché par l'Agence régionale de santé est de proposer en tout point du territoire une offre de soins globale et coordonnée, accessible à tous économiquement et physiquement. En tout point du territoire, coordonnée, accessible. En fait, l'objectif non affiché est de centraliser les soins au sein de l'hôpital pivot qu'est Saint-Brieuc et surtout de favoriser à marche forcée les partenariats publics-privés. Parce qu'il faut investir. Mais qui investit? Et où on investit? Et avec quel argent? Le rapport publié en juin présentait 3 scénarios d'évolution du groupement hospitalier de territoire Armor. Le premier prévoyait le maintien de l'hôpital de plein exercice à Guingamp, recalé, car il aurait fait de l'ombre à Saint-Brieuc. Le second consistait en la construction d'un nouvel hôpital entre Guingamp et Lannion, recalé. Il n'aurait même pas dû être imaginé d'après les propres termes de M. Rossetti. Reste le troisième, qui répond à des volontés politiques de restriction de l'offre dans un but unique de restriction budgétaire des emplois publics et au financement par des sociétés privées de toutes les activités qui peuvent être lucratives au sein d'un hôpital puisque remboursées par la Sécu ou les complémentaires santé. Rossetti préconise donc, dans le projet qui a été retenu à Lannion, une obligation de fusion-rapprochement entre l'hôpital et la polyclinique du Trégor, structure privée à but lucratif. D'emblée, cette proposition nous interpelle. Ce rapprochement déjà envisagé en 2012 avait échoué et cette proposition réitérée à nouveau ne nous rassure pas. L'exemple de Guingamp, 15 ans après la fusion de l'hôpital et de la clinique, de leur clinique, prouve l'inefficacité de ces fusions pour l'hôpital et les usagers. Le système public devant assumer à terme la charge des activités hospitalières les plus lourdes et les plus coûteuses. L'ARS, les directions du GHT et du centre hospitalier, sans oublier le directeur de la clinique et le président du conseil de surveillance, nous présentent ce rapprochement comme la solution.
permettant de maintenir l'ensemble des activités existantes à Lannion et d'attirer les chirurgiens en leur promettant une activité privée lucrative au sein d'un GCS, groupement de coopération sanitaire. Un GCS, en réalité, c'est un contrat entre le privé et le public. Et comme je l'ai dit la dernière fois au directeur de l'ARS des Côtes-d'Armor, dans un contrat, il y a un perdant et il y a un gagnant. Et là, comme il s'agit d'un mariage, on ne sait pas qui apportera quoi dans la corbeille d'un marié. Bien sûr, maintenir une offre médicale et chirurgicale de bon niveau sur le territoire de Lannion est indispensable pour la population. Par contre, la création d'un GCS pour atteindre cet objectif, avec l'intégration de l'activité chirurgicale de la polyclinique du Trégor, lit d'hospitalisation, ambulatoire et bloc opératoire, au sein des locaux de l'hôpital, nous questionne. Nous n'avons aucune information sur la situation économique de la polyclinique, sur sa capacité à financer ce projet et son déménagement. Deuxième point, l'hôpital est dans une situation budgétaire alarmante. Ce rapprochement pourrait accélérer son déséquilibre financier. Pour le moment, même la directrice du GHT affirme ne pas avoir le soutien financier à cet investissement. Mais espère qu'il arrivera, on la comprend. Ce projet de rapprochement est quand même estimé à 30 millions d'euros. Que propose l'ARS dans ce rapprochement si coûteux et risqué? L'achat par l'hôpital des locaux et du terrain de la polyclinique. Alors il faut savoir que les murs et le terrain n'appartiennent plus à la polyclinique, mais au groupe Hospi Grand Ouest, c'est-à-dire dont l'un des centres est l'hôpital privé de Plérin. Deuxièmement, la construction pour la polyclinique d'un bâtiment neuf d'activité administrative et de consultation privée à l'entrée de l'hôpital, sur les terrains de l'hôpital. L'aménagement dans 2 ailes de l'hôpital de l'activité chirurgicale privée de la polyclinique, donc de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation classique. Tout ça, ce ne sont pas des inventions. Si vous voulez vérifier, c'est dans le rapport OCETI, sur le site de l'ARS, et c'est accessible à tout le monde. Ce ne sont pas des vues de l'esprit. C'est pas non plus du complotisme, comme on nous a déjà accusés. Et tout cela doit être décidé en 2023. Parce qu'il faut aller à marche forcée. L'ARS prépare pour l'automne le prochain plan régional de santé. À Lannion, dès ce premier semestre, le projet médical commun qui est obligatoire. Donc commun, c'est-à-dire Lannion vers Saint-Brieuc, doit être à l'ordre du jour des instances et la faisabilité juridique du groupement coopératif de santé doit être étudiée, ainsi que la faisabilité architecturale et technique. Tout ça en moins de 6 mois. Je ne sais pas combien de temps vous prenez, vous, s'il y en a parmi vous qui ont construit une maison, si vous avez réussi à faire tout ça en moins de 6 mois. Les travaux pourraient débuter en 2024 et le GCS débuter son activité en 2027. Toujours pour faire la comparaison avec une maison, normalement c'est au minimum la durée d'une grossesse et au maximum 12 mois, 14 mois. Surtout avec l'augmentation des prix. Que recherche l'ARS? Offrir sur un plateau un équilibre économique pour la polyclinique du Trégor et ses propriétaires, le groupe HGO? Bah oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ce regroupement privé-public entraînerait de fait un transfert systématique des patients vers la structure privée dans le cadre des soins chirurgicaux rentables, c'est-à-dire tout ce qui est programmable. La prothèse de hanche, le coup classique, hein, mais pas l'appendicite, hein, ça c'est pas programmable. C'est la fracture de tibia non plus pour le gamin qui tombe en roller, c'est pas programmable non plus. Pratiqué par celle-ci au détriment de l'accès aux soins de tous.
Ne pas oublier non plus que les dépassements tarifaires sont communément pratiqués par les chirurgiens libéraux. D'ailleurs, toujours lors de cette rencontre le 20 janvier avec l'ARS des Côtes-d'Armor, le directeur affirmait devant notre délégation que le rapprochement permettrait aux chirurgiens d'être mieux rémunérés. Par contre, aucune assurance que les médecins de la structure privée participent comme les praticiens hospitaliers à la permanence des soins et assurent des gardes in situ pour soulager la charge des chirurgiens hospitaliers. Rien du tout. Hein? Et ces questions de mutualisation des tâches sont importantes. Les conditions de travail des médecins hospitaliers et des personnels paramédicaux à l'hôpital sont déjà dégradées. Les fragiliser encore est impensable. Alors si vous regardez bien dans le rapport OCETI, il est carrément dit qu'il y aurait deux groupes de blocs, un groupe de blocs pour le privé, un groupe de blocs pour le public, dans les mêmes locaux, mais que par contre les patients se retrouveraient ensemble, mixés, privé-public, au sein du même service post-opératoire. J'imagine les infirmières faisant, s'il y a une complication, faisant appel aux chirurgiens. Alors peut-être qu'il faudrait faire comme on faisait avant quand on allait en colo pour reconnaître les élèves, les colons, leur mettre un bonnet bleu ou un bonnet rouge, comme ça on saurait qui et où, et bon, peut-être une étiquette avec le nom du chirurgien sur le bonnet, je sais pas. Ou un code barre, oui c'est une bonne idée, ouais. Un QR code. Un QR code, ouais. Voilà. Pourtant, ces questions de... Donc, quant aux possibilités évoquées dans le rapport de reconstruction d'un EHPAD public, parce que ça, c'est aussi une des conditions, c'est qu'à la place de la polyclinique, on mettrait l'EHPAD qui est derrière, là. Mais on ne sait pas du tout qui financerait quoi et avec quel argent. Bah, ça serait nous, ça. Et si ce scénario peut satisfaire les actuels propriétaires du site, cela nous inquiète aussi pour deux raisons. Toujours tout d'abord le coût d'une telle opération, rachat et construction. Il est évident qu'aujourd'hui, les EHPAD, l'architecture des EHPAD, la prise en charge des personnes, n'est plus la même que ce qu'on faisait il y a 10, 20 ou 30 ans. Et transférer les résidents de l'EHPAD qui est derrière vous vers la polyclinique qui, elle aussi, est un vieux bâtiment, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et puis surtout, quelle assurance avons-nous que ce projet pérenniserait l'activité sanitaire et médico-sociale 100% publique, défavorisant ainsi les plus précaires? Est-ce que si c'est une opération immobilière qui se traduit par un rachat par une société d'investissement privé vers un immobilier qui est rentable puisque remboursé par les départements et la sécurité sociale, on arrive à quelque chose style Orpea à plus ou moins court terme. Et cerise sur le gâteau, pour s'inquiéter sur ce rapprochement, les GCS à travers la France ont déjà fait preuve de leur inefficacité, comme un rapport sénatorial en atteste. Coûts administratifs supplémentaires, difficultés de gestion, voire impossibilité avec des salariés à statut différent, vous imaginez l'ambiance, et des directions n'ayant pas les mêmes objectifs économiques et les mêmes obligations de prise en charge des patients. Donc un GCS peut se transformer en une bombe à retardement pour l'hôpital. Et ce n'est qu'une façon supplémentaire de rechercher des fonds que l'État n'arrive plus à fournir pour assurer le fonctionnement normal de l'hôpital. Je vous rappelle, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, que l'hôpital de Lannion, c'est Lannion-Trestel. Trestel qui est là-bas, en bord de mer, et qui est dans un état au niveau immobilier pas génial du tout.
Et surtout, on a quand même un outil à Trestel qui est la balnéothérapie que tout le monde envie et qui est en statu quo depuis presque un an. Et parce qu'elle prend l'eau par le haut et par le bas. Pour une piscine, c'est un peu problématique. Donc, il faut quand même savoir que cette balnéothérapie avait eu ses rénovations prévues il y a une dizaine d'années, avec des budgets qui avaient été fléchés rien que pour elle. Et puis, comme par hasard, c'est passé dans les fonds propres de l'hôpital. Et comme le disait encore Monsieur Négrier, directeur de la RS22, là, le 20 janvier, il y avait d'autres priorités. Donc, renflouer les caisses, rembourser la dette, faire autre chose. Mais en tous les cas, pour l'instant, il y a bien un manque à gagner pour Trestel et donc pour l'hôpital de Lannion. Donc, quid de Trestel? Quid de son architecture? Il n'y a même pas de vitrage double, enfin de fenêtre double vitrage. Ça ne met pas en cause la qualité des soins, mais quand même, on peut s'interroger sur l'avenir de Trestel. Et donc, cette situation-là, pour élargir un peu le débat, mais c'est quand même important. Ça se traduit par une maltraitance à la fois des personnels et des usagers, puisque ce couple est indissociable. Nous sommes, que l'on veuille ou non, soignants, soignés, toujours liés. Maltraitance des personnels par la pression exercée quotidiennement par les cadences, par le non-respect de leur rythme de travail, par la non-reconnaissance de leurs compétences par le salaire, tant chez les médecins que les soignants. Alors quand je dis médecin, c'est pas anodin parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, nombreux sont les hôpitaux publics qui fonctionnent avec des médecins d'origine étrangère, hors Union européenne. On les appelle les PADU. Les PADU, c'est joli comme mot, je trouve. Mais par contre, la réalité en dessous, elle est nettement moins belle. Donc ça va des salaires différents entre les médecins qui viennent d'ailleurs. Et puis les médecins qui sont issus des universités françaises. C'est aussi une maltraitance par la non-anticipation des départs à la retraite. Alors il y en a sur l'hôpital de Lannion-Trestel. Et à ce jour, les remplacements ne sont pas programmés. On ne les voit pas sur les sites de centres de gestion, par exemple. Donc on peut s'interroger. Pourtant, un départ à la retraite, c'est prévisible. Par le non-respect aussi tout court des individus. Le non-respect de l'être humain qu'on a en face de soi. Poussant à des départs du personnel sans chercher à les retenir en respectant l'être humain et les conditions de travail et les salaires. Mais parallèlement, maltraitance des usagers, puisqu'on manque d'argent, les postes ne sont pas financés, donc ce sont pour les usagers des sorties précoces, trop précoces, parce qu'il manque de lits et que ça se bouscule, avec des retours à domicile qui sont compliqués, qui entraînent des difficultés à la chaîne et en chaîne pour les aides à domicile qui accueillent les personnes chez eux. Mais aussi par des consultations spécialisées qui, au gré d'une bonne volonté ou une mauvaise volonté, disparaissent du jour au lendemain des propositions du centre hospitalier. Donc concrètement, et face à cette décision, notre comité, mais aussi en liaison avec le comité de Guingamp, nous demandons un moratoire à la mise en œuvre de ce rapprochement, avec une exigence d'une information sur la situation économique et financière de la clinique et de sa démographie médicale,
Est-ce qu'eux aussi, ils ont des départs à la retraite? On peut penser que oui, quand on connaît les chirurgiens. Le comité propose aussi un moratoire commun avec Guingamp, confronté à la programmation de la fermeture de sa maternité. Et ceci très rapidement. Le comité va interpeller donc l'ensemble des élus. Alors je sais qu'il y en a qui représentent... alors ils n'ont peut-être pas leur écharpe, mais ils représentent certaines communes. S'ils veulent témoigner, ils pourront venir après. Donc notre comité va interpeller l'ensemble des élus du Trégor sur ces propositions. Et nous allons organiser une demande de rencontre commune avec Guingamp à l'ARS Bretagne dans les meilleurs délais. Quand je dis dans les meilleurs délais, c'est que nous voudrions que ça soit d'ici une dizaine, voire une quinzaine de jours maximum. Et ça tombe bien puisque nous avons une nouvelle directrice qui a été nommée la semaine dernière et qui commence lundi. Donc il va falloir la mettre tout de suite dans le bain. Alors, comme le dit la directrice du GHT, dans les Côtes-d'Armor, nous avons besoin d'un plan Marshall pour l'hôpital public. Chiche! Chiche. Mais tout projet pour pérenniser l'hôpital public doit d'abord se traduire par un financement à la hauteur de ses besoins de fonctionnement. Aucune mesure budgétaire à la hauteur des besoins n'est avancée pour embaucher des professionnels, ou augmenter leur salaire, ou former davantage, ou investir dans du matériel et la création de nouveaux établissements, pour multiplier les lits d'aval ou réintégrer par exemple les soignants qui manquent tant dans les services. Les soignants qui ont refusé de se faire vacciner, et partout en Europe, ceux-là sont réintégrés. Il n'y a plus que la France. On pourrait peut-être envisager une étude au niveau national pour voir qui a été touché par le virus ou pas. Ça serait peut-être intéressant et voir... bon. Ce désengagement de l'État génère du déficit, qui est donc un déficit construit, qui fait utiliser aux décideurs l'argument massu. Il faut réduire le déficit, qui se traduit toujours en langage par supprimer des lits, donc des postes. Et il faut revenir au financement par les cotisations sociales et non par la fiscalité. Car la santé et la sécurité sociale, et là j'en finirai, sont un bien commun. Il faut cotiser toujours selon ses moyens